Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis 2 heures, la primature change de locataire. Le général de division Abdoulaye Maïga est le nouveau premier ministre du Mali, en lieu et place du docteur Choguel Kokala Maïga, limogé hier soir par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Hors du Mali au Burkina Faso, le gouvernement gèle les biens, les ressources économiques de plus de 100 personnes, dont l'ancien président de la transition, Paul Harris Ameogo Damiba. En République démocratique du Congo, l'opposition vend debout et a renserré contre le projet de nouvelle constitution du président Félix Tshisekedi. Parmi les signataires, l'ancien président Joseph Kabila. Pendant ce temps, en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra s'entretient au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour ficeler un nouveau partenariat entre les deux pays. En sport, on parlera de la fenêtre des éliminatoires de la CAN de basketball Dakar 2024 en messieurs et la leçon du sport portera sur la sanction en handball. La chronique judiciaire de ce jeudi nous amènera à la découverte des lois et sanctions contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour tout savoir, rendez-vous avec Garibou Pérou en fin de journal. Jeudi 21 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je vous le disais, le Mali a depuis quelques heures un nouveau Premier ministre. Il s'agit du général de division Abdoulaye Maïga, qui était le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il remplace le docteur Choguel Kokala Maïga, limogé hier soir par un décret pris par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, après 3 ans et 5 mois à la primature, suivant la lecture du décret de nomination du général Abdoulaye Maïga, lu ici par le secrétaire général de la présidence Alpha Hussein Ndiara au micro de Aïché Baba Keïta, c'était sur la télévision ORTM1. Décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 novembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. À l'instant, Alpha Hussein Ndiawara, le secrétaire général de la présidence, qui lisait le décret qui nomme le général de division Abdoulaye Maïga comme Premier ministre. C'était il y a 2 heures sur ORTN 1. Toujours dans ce journal, suite à un communiqué de l'Office malien de l'habitat relatif à la signature de contrat des bénéficiaires des 1993 logements de la deuxième tranche des 12 566 logements sociaux, il s'agit des bénéficiaires dont la liste a été publiée en 2022 et ne concerne pas la cession directe. Pour plus de précisions, écoutons Amidou Kone, il est le directeur général adjoint de l'Office malien de l'habitat. Il est interrogé par Mamadou Fani. Je tiens à préciser qu'il s'agit des bénéficiaires de 1993 logements sociaux, qu'on appelle deuxième tranche du programme des 12 566. La liste de ces bénéficiaires a été publiée le 27 avril 2022 par décision du ministre en charge de l'habitat, notamment la décision 2022-0087. Donc il s'agit de ces bénéficiaires-là principalement. Ce n'est pas une nouvelle opération. À notre annexe qui est située à Irimadio, juste derrière le stade du 26 mars, donc les bénéficiaires seront pendant toute la période, 21 novembre au 28 novembre, il y a un programme qui est établi. Plus d'une dizaine de notaires sont mobilisés. Donc les bénéficiaires, une fois sur place, ils verront chez quel notaire ils sont. Donc il n'est pas nécessaire que les gens se hâtent pour venir. On a donné suffisamment de temps pour qu'au moins l'essentiel des bénéficiaires puissent signer leur contrat. La saison directe, les dossiers sont en cours et je l'espère bien dans les prochains jours. En tout cas, c'est sûr quand les opérations vont terminer, il y aura la liste qui sera publiée, mais ça ne les concerne pas. Il s'agit bien des logements sociaux attribués en 2022. À l'instant, Amidou Kone, directeur général adjoint de l'Office malien de l'habitat, il était au micro de Mamadou Fane. Sur un tout autre plan, 10e session de formation en droit international pénal, droit international des droits de l'homme et droit des réfugiés. L'initiative est de la Fondation Frédéric Schnaumann et son partenaire, la Fondation René Cassin
5 jours de formation pour permettre aux participants de se familiariser avec les instruments juridiques mondiaux de protection des droits de l'homme et leurs moyens de mise en œuvre. Parmi ceux qui ont suivi l'ouverture de cette session de formation, on avait notre reporter Bemba Sibi. Pour la 10e fois, la Fondation Friedrich Naumann tient sa session annuelle de formation, un rendez-vous des militants et défenseurs des droits de l'homme. Il s'agit de renforcer les capacités d'une trentaine de magistrats et acteurs humanitaires de la région ouest-africaine. Wele Diallo Awatcherme Traoré, maire délégué de la commune 2. Cette session de formation permettra aux acteurs du domaine de s'outiller pour contribuer efficacement à la réussite de la transition avec une meilleure prise en charge des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. Alexandra Eltz, directrice régionale de la Fondation Naumann. En effet, le droit international pénal est censé assurer à ceux qui affirment être victimes d'une violation des droits de l'homme et ou du droit international humanitaire l'accès effectif à la justice, dans des conditions d'égalité. L'État concerné doit, au besoin, agir sur sa législation interne pour permettre aux victimes de violences et de traumatismes de bénéficier d'une sollicitude et de soins particuliers. Agir sur sa législation, c'est le défi que le Mali doit relever, ceci en harmonisant les textes internationaux ratifiés avec la législation nationale. Fatoumata Silla, représentante de promotion de la femme. Avec l'harmonisation de ces textes avec les conventions, il y aura beaucoup d'instruments aux violences basées sur le genre, sur la femme et l'enfant, la petite fille, qui seront quand même pris en compte. Pendant 5 jours, les participants vont donc se familiariser avec les instruments juridiques mondiaux de protection des droits de l'homme et leurs moyens de mise en œuvre. La justice, vous en aurez également dans ce journal, donc gardez vos positions, puisque dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Perrault nous parlera du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. D'ici là, nous prenons la direction de Kita où s'est tenu un atelier de sensibilisation des acteurs intervenants dans la mobilisation des ressources du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités. Il ressort de cette rencontre que 12 collectivités de la région vont bénéficier d'un financement de l'ANICT CAI à travers la coopération allemande KfW. Le point, c'est avec notre correspondant dans la capitale de l'Arachide, Mohamadi Ali Oubari. Cet atelier de sensibilisation des acteurs intervenant dans la mobilisation des ressources du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités a pour objectif de réduire l'amélioration de la performance des communes sélectionnées en termes d'efficacité, de qualité et de fiabilité en utilisant des incitations financières. Cette rencontre d'échange initiée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales a permis dans la région de Kita de renforcer les capacités des collectivités territoriales à répondre aux besoins des populations en matière d'accès à la santé, à l'éducation, à l'énergie et aux infrastructures de base. Saïdou Maïga, directeur régional de l'ANICT CAI. Au titre de ce programme, nous avons choisi 12 collectivités qui vont bénéficier des ressources. Ces 12 collectivités ont un droit de tirage de 352 millions environ, qui est réparti entre ces 12 collectivités. Nous avons tenu l'atelier de sensibilisation de ces 12 collectivités pour leur permettre de faciliter la mobilisation de ces droits de tirage et aussi de les préparer pour les éventuels audits qui seront réalisés dans le cadre de ces programmes. Mamadou Hamamaïga, conseiller au gouvernorat de Kita. Ces infrastructures qui seront réalisées dans les 12 communes bénéficiaires dans la région de Kita permettront sans doute de créer et de renforcer les conditions favorables au développement dans vos localités. Je remercie la coopération allemande à travers la KfW. Le financement de la KfW à travers l'ANICT est d'environ 59 milliards de francs CFA. Rappelons que l'objectif général de l'ANICT est de réduire la pauvreté par la promotion du développement local conduit par les collectivités territoriales. Prennent part à cette rencontre les maires et les responsables financiers des collectivités territoriales de la région de Kita. Kita, Mohamadi Ali Oubari, Nuhun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. À 13h09, nous prenons la direction du Mali. Tout d'abord au Burkina Faso, le gouvernement gèle les biens et les ressources économiques de plus d'une centaine de personnes physiques et morales, et ce pour 6 mois renouvelables. Parmi elles, l'ex-président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, des anciens ministres, des journalistes, des militaires ou encore commerçants, tous accusés de participation à des actes terroristes. Par ailleurs, 2 groupes terroristes sont visés par ces sanctions, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que l'État islamique au Grand Sahel.
En République démocratique du Congo, un nouveau front s'est constitué contre le projet de révision de la constitution du président Félix Tshisekedi. On y retrouve l'ancien président Joseph Kabila et sa plateforme, le Front commun pour le Congo, l'ancien premier ministre et désormais opposant Augustin Matata Pogno, des figures de l'opposition comme Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, ancien président du tout-puissant Mazembe, du club de football populaire au Congo, sont aussi dans la même dynamique. Les représentants ont signé hier une déclaration commune au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est à ce jour la coalition la plus large de l'opposition contre le projet de révision de la constitution du président Félix Tshisekedi. À côté de la RDC, en Ouganda, 4 jours après son arrestation au Kenya et son extradition dans des circonstances controversées, l'opposant historique ougandais Kizza Besigye a comparu devant une cour martiale de Kampala hier qui lui a signifié les charges retenues contre lui. Celui-ci est notamment accusé d'atteinte à la sécurité nationale et d'activités subversives à l'étranger visant à déstabiliser l'Ouganda. En République centrafricaine, le président russe Vladimir Poutine et centrafricain Faustin Archange Touadéra se sont entretenus hier par téléphone. Au cours des échanges, les deux présidents veulent renforcer la coopération sécuritaire. En plus du renforcement de la coopération, les deux chefs de l'État vont explorer d'autres domaines pour renforcer les liens bilatéraux entre la République centrafricaine et la Russie. Enfin, guerre à Gaza, les États-Unis ont empêché hier, mercredi, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, d'appeler à un cessez-le-feu immédiat inconditionnel et permanent à Gaza, en mettant un nouveau veto en soutien à Israël. De son côté, l'autorité palestinienne a jugé que le veto américain encourage Israël à poursuivre ses crimes contre des civils innocents en Palestine, au Liban, en Syrie et même en Iran. Les Palestiniens plaidaient pour une résolution dans le cadre du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui permet au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures pour faire appliquer ces décisions. Dans un instant, direction les stades. La page sportive de ce 13h ce jeudi, il sera question de leçons de sport et cette leçon nous parlera des sanctions en handball et en football. La 4e édition de la Coupe du numérique se poursuit sur le continent. L'actualité est dominée par les qualifications de l'Afrobasket 2025. La fenêtre 2024 se joue à Dakar et les Aigles du Mali sont déjà prêts pour les débats. La page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Basketball. Pour la qualification à l'Afrobasket 2025, le programme des Aigles est connu. Pour cette fenêtre de qualification, les Aigles basketteurs joueront 3 matchs. D'abord contre la RD Congo demain vendredi à 15h GMT. Le lendemain samedi, le Mali sera face au Soudan du Sud à partir de 12h. La dernière rencontre des Aigles, ce sera contre l'Égypte dimanche, toujours à la même heure, c'est-à-dire 12h GMT. Cette sélection est dirigée par le directeur technique national de la Fédération malienne de basketball, à la personne de Aladji Diko. Ce tournoi de qualification à l'Afrobasket 2025 se joue à Dakar, au Sénégal. Et les Aigles du Mali sont sur place depuis l'année dernière, après avoir effectué à Bamako une séance de préparation pour la mise en jambe et pour renforcer la cohésion et les différentes techniques d'attaque et de défense. Football à présent pour parler de la Coupe du numérique, 4e édition. Les matchs de poule se poursuivent. L'équipe de l'ORTM a été battue par celle de l'AGFO. Score final 4-2. Après 4 matchs sans victoire, avec 2 nuls et autant de défaites, l'équipe de l'ORTM est presque condamnée à gagner les 2 dernières journées de cette 4e édition de la Coupe du numérique. À présent, la leçon de sport du jour. Pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les sanctions en handball. À la différence de beaucoup de sports de main, le handball reste un des sports complexes avec des règles colorées. Isaac Tinou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées, des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Maïga, entraîneur de handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la 3e entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels
peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais, nous explique Amadou Baïga. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ses joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, un avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Chronique judiciaire. Et comme annoncé dans le sommaire réprimé dans l'article 7 de la loi du 17 mars 2016 relative à l'incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux est un concept connu de longue date, mais l'emploi de la terminologie dans le domaine de la justice est récent. Très proche du financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux a pour but de dissimuler l'origine criminelle des fonds, permettant ainsi aux criminels d'en profiter sans attirer l'attention des autorités. Phénomène complexe, le blanchiment de capitaux avec ses répercussions négatives représente un défi majeur pour l'économie mondiale mais également pour la justice. C'est pourquoi dans cette chronique judiciaire, Garibou Perrault nous en parle. Mafia, fraude fiscale, délinquance financière ou encore corruption, l'argent sale ainsi obtenu est placé puis dispersé dans les systèmes via des montages complexes. En injectant dans le circuit bancaire ou dans l'économie réelle les fonds provenant d'une infraction pénale, ont fait disparaître leur origine illicite. L'argent qui était sale se trouve complètement blanchi. Professeur agrégé en droit privé, Boubou Keïta de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Au Mali, on a adopté le 17 mars 2016 une loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lorsqu'on regarde cette loi en substance, on voit que l'auteur de l'infraction va utiliser, par exemple, un système pour faire disparaître l'origine illicite des fonds. Donc, c'est des fonds qui sont entre guillemets sales qu'on va blanchir à travers les opérations qu'on va réaliser. Criminels ou délictuels, les blanchisseurs de capitaux franchissent les étapes et utilisent diverses méthodes. C'est le cas par exemple du placement avec les prête-noms, des casinos, des jeux de hasard, des sports, des métaux précieux ou des biens de luxe. L'argent passe par plusieurs mains pour éviter le repérage avant d'intégrer dans l'économie réelle. Dans le passé, les blanchisseurs utilisaient beaucoup le système bancaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'immobilier. Parce que les banques sont soumises à des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Ceux qui font ces pratiques-là sont très habiles. Quand vous allez mettre le bien à votre nom, lorsque l'OCLEI fera une enquête, on saura que ce bien-là vous appartient. Et si vous n'arrivez pas à justifier, on peut vous poursuivre pour enrichissement illicite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout cela? On crée une société au nom d'une autre personne, ou bien on va acquérir un bien, qu'il soit immobilier ou mobilier, au nom d'une personne. Donc, ce sont des opérations dites de prête-nom. Réprimé par la loi, le blanchiment des capitaux a un lien avec le financement du terrorisme, laisse entendre professeur Keïta. Les deux sont intimement liés, mais ce sont des infractions différentes. Pour le blanchiment, on va chercher à faire disparaître l'origine illicite des fonds. Maintenant, le financement du terrorisme, ce sont des moyens qu'on va mettre à la disposition des groupes terroristes. Et en pratique, les auteurs du blanchiment sont souvent liés au terrorisme. Parce que ce sont ces acteurs-là qui vont mettre des fonds, des moyens à la disposition des terroristes. Donc c'est pourquoi on a adopté une loi qui incrimine à la fois le blanchiment de capitaux et comme il y a un lien assez fort entre les deux infractions, ils sont traités dans une même loi. Criminalité transnationale organisée, les personnes assujetties à l'obligation de lutter contre le blanchiment des capitaux sont tenues de coopérer et de se doter de mesures plus robustes. Le Mali a créé la CENTIF. Et en pratique, comment ça se passe? Je suis une banque, un client vient me voir pour ouvrir un compte ou pour faire une opération particulière. J'ai des doutes sur l'origine des fonds, mais en tant que banque, je ne suis pas habilité à faire des enquêtes. La loi m'oblige dans ce cas à faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon à la CENTIF. Elle doit dans ce cas saisir le procureur de la République. En matière de blanchiment de capitaux, la loi a prévu des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans et une amende dont le montant
pourrait atteindre 3 fois les fonds qui ont été blanchis. On a donné la possibilité aux juges maliens de prononcer des sanctions à l'égard d'une personne morale. Là où on applique une peine d'amende de 1 million à une personne physique, pour une personne morale, ce serait 5 fois cette somme-là. Et en plus de cela, on a donné aux juges de dissoudre une personne morale qui a participé à ces infractions. Donc vous voyez quand même que l'arsenal malien aujourd'hui est assez riche. Complexe, le blanchiment des capitaux prend les formes sophistiquées. C'est ce qui rend aux enquêteurs la tâche plus difficile pour remonter jusqu'à la source de l'argent. Le blanchiment perturbe les normes sociales et nuit donc gravement à la sécurité nationale, voire mondiale. Alors prenons garde du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Comme annoncé en début de cette édition, le Mali a depuis quelques heures un nouveau Premier ministre. Il s'agit du général de division Abdoulaye Maïga, qui était le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il remplace le docteur Choguel Kokala Maïga, limogé hier soir par un décret pris par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, après 3 ans et 5 mois à la primature, suivant la lecture du décret de nomination du général Abdoulaye Maïga, lu ici par le secrétaire général de la présidence, Alfousseni Ndiaora, au micro de Aïché Baba Keïta. C'était il y a 2 heures sur la télévision ORTM1. Décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 novembre 2024. Le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. À l'instant, Alfousseni Ndiawara, le secrétaire général de la présidence de la République, qui faisait la lecture du décret de nomination du général de division Abdoulaye Maïga comme nouveau Premier ministre de la République du Mali. Il est 13h22 à Mopti, la même heure à Kaye, notamment à Samégar. Cette session d'information s'achève. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré avec Fousseni Sissoko, mise en ligne Badi Touré, réalisation Draman Sanogo. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Mali, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Cheikh Oumar Sankaré. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.